bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Je reçois aujourd'hui Amélie, une jeune femme atteinte d'une maladie qui atteint la sphère intestinale. Comme elle le dit sur son compte Instagram, Amélie, ma vie avec une Mickey. Avec cette phrase qui donne le ton, tu sais désormais de quoi nous allons parler dans cet épisode. Je suis très heureuse d'avoir reçu Amélie sur le podcast car bien que j'ai très souvent mentionné l'importance de la sphère digestive et la santé intestinale au travers de nombreux épisodes que tu peux retrouver en scrollant le fil de mes épisodes, je n'avais encore jamais parlé des Mickey. Nous avons abordé la vie d'Amélie avec sa maladie, du diagnostic aux actions qu'elle a mises en place pour mieux vivre avec ses symptômes, en passant par les différents obstacles et difficultés qu'elle a pu et peut encore rencontrer. Nous avons finalement parlé de la vie avec une Mickey, la vraie vie. Elle nous a également partagé nombre de conseils qui pourront peut-être t'intéresser si tu es atteinte de Mickey ou autre pathologie digestive. Et surtout, n'hésite pas à partager cet épisode à d'autres personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette maladie. Mais juste avant, c'est l'instant dédicace. Je souhaiterais mettre aujourd'hui à l'honneur Léa qui m'a partagé son beau commentaire sur le compte Instagram du podcast hygiène-de-vie.podcast et qui nous dit: Hello Alexandra, j'ai découvert ton podcast hier par hasard en tapant aménorrhée sur Google et j'ai enchaîné 4 épisodes des témoignages NoCycle. Je voulais te remercier énormément pour le contenu que tu proposes. J'ai l'impression de souffler un coup sur mon brouhaha mental au sujet de mon aménorrhée. J'ai arrêté la pilule en décembre dernier pour passer à un stérilet en cuivre et je n'ai toujours pas mes règles. J'ai en plus de cela un S2I qui me pourrit la vie. Et avec mes règles qui ne reviennent pas, je suis perdue. J'essaie tant bien que mal d'aller mieux entre les médecins, les analyses, les ostéopathes, même par la médecine chinoise, mais rien n'y fait. Mon ventre ne coopère pas. Ton podcast m'a fait l'effet d'un gros boost, ou du moins m'a permis de réaliser que je n'étais pas toute seule et qu'il y a des solutions que je dois encore trouver. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, merci Léa d'avoir pris le temps de me rédiger, de me partager ton histoire et ta bienveillance également. Je suis vraiment ravie que ces épisodes, notamment l'épisode de NoCycle, vous touchent autant que ça. Je reçois vraiment très régulièrement des retours par rapport à ces épisodes de témoignages. Et ce sont vraiment des épisodes que j'aurais voulu, auxquels j'aurais voulu avoir accès quand moi-même j'étais atteinte d'aménorrhée et que je me sentais toute seule. Donc merci énormément pour ce beau témoignage qui me donne encore plus de motivation à aller rechercher d'autres femmes atteintes d'aménorrhée pour continuer à vous partager de belles histoires. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Amélie. Belle écoute! Bonjour Émilie, je suis ravie de te convier pour ce nouvel épisode d'Éclosion par Hygiène de Vie, un épisode à 2 voix. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien toujours commencer les épisodes par demander à mon invitée de me dire comment elle va, comment elle se sent aujourd'hui. Donc, te concernant, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment vas-tu en dehors du ouais ça va? Vraiment, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vas? Alors déjà, bonjour et merci de me recevoir dans ton podcast. Comment je me sens vraiment aujourd'hui? Plutôt bien. J'ai très hâte d'avoir mon traitement la semaine prochaine parce que ma maladie se réactive un tout petit peu, donc je pourrais être mieux, mais je pourrais aussi être moins bien. Donc on va dire que ça va plutôt bien.
Bon, justement, on va parler un peu plus loin, un peu plus loin, oui, dans l'épisode de ta maladie. Alors, petite anecdote, quand on a fait le point ensemble pour préparer un petit peu notre enregistrement et qu'on devait choisir le moment pour enregistrer, tu m'as dit, bon, est-ce qu'on peut faire ça en début d'après-midi parce que l'enregistrement en après-midi, ça me permet d'éviter mes crises d'hypoglycémie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi cette organisation-là et pourquoi l'hypoglycémie c'est plus et moins fréquente pour toi en après-midi? Alors, ça a aucun rapport avec la maladie. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai depuis, je dirais, l'adolescence, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir plus jeune. Mais si je mange pas régulièrement, je peux vite me sentir très mal. Il y a pas tout le monde qui le comprend forcément parce qu'on pense que c'est juste avoir faim comme ça, mais en fait, quand on se sent vraiment pas bien en hypoglycémie, c'est clairement, ça peut aller jusqu'au malaise vagal et tout. Donc c'est quelque chose qui moi-même me fait peur et je me sens j'ai souvent moins d'énergie le matin, surtout arrivé vers les 11 heures. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on enregistre l'après-midi. Parce que souvent, après avoir mangé correctement des féculents, des légumes, une protéine, je me sens mieux. Et ça fait longtemps que tu t'es rendu compte de ce fonctionnement chez toi et que tu as mis en place justement ton organisation spécifique? Alors, comme c'est à peu près depuis, j'ai l'impression que la première fois que j'ai dû faire des petits malaises comme ça, c'était vers le collège. Collège, lycée, c'était assez compliqué, mais comment je m'organisais autrefois, il me semble que c'était dès que j'avais des petites récrés ou des pauses, je mangeais des petits gâteaux, ce qui est pas l'idéal, mais j'avais que ça comme solution. Voilà, ça c'est et pareil quand j'avais mes stages en entreprise, c'était pas simple parce que c'était grosse journée surtout le matin. Et maintenant, c'est une autre organisation dans le sens où, comme je fais mes études à la maison, mais aussi par rapport à ma maladie, bon là c'est différent, je peux manger quand je veux et voilà, en gros, je sais pas si je me suis perdue ou pas dans la question, mais je crois avoir à peu près répondu à tout ça. Mmh. Mais, en fait, je voulais insister sur ce point-là et ça m'avait fait sourire quand tu me l'avais dit, la dernière fois parce que j'ai trouvé ça super intéressant justement que tu sois, que tu aies réussi au bout d'un moment à écouter, les différents besoins ou les différentes problématiques que tu pouvais ressentir et donc les besoins derrière qui se cachaient et que tu réussissais à t'organiser de manière justement à mieux vivre tout simplement et que moi, tu m'avais clairement dit: «Bah, voilà, moi je préfère l'après-midi», donc pas une imposition, mais tu m'avais expliqué en fait, et j'insiste sur ça parce que beaucoup de personnes des fois s'oublient de peur de déranger en fait les autres, et je pense que au bout d'un moment c'est un gros piège et on accumule on accumule beaucoup et on passe derrière les besoins des autres en fait, enfin ses propres besoins. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de remettre ça pour bien présenter aux personnes qui nous écoutent que vous avez le droit de modifier ou de suggérer des choses parce que voilà, vous avez rendu compte que vous avez une organisation particulière, des besoins particuliers, et des personnes qui ont plus d'énergie le matin, d'autres l'après-midi, etc. Et donc de suggérer en expliquant, c'est tout à fait possible, c'est ça aussi vivre en communauté. Voilà. Mm. Bon bref, parenthèse refermée, on va continuer un petit peu à venir explorer et connaître Amélie avant de s'intéresser à ta maladie. Est-ce que tu aurais 3 mots pour te définir? Alors, 3 mots pour me définir, je dirais que je suis quelqu'un de calme. Ça, je pense que ça se voit. Ça s'entend peut-être aussi. Je dirais que je suis aussi quelqu'un de bienveillante envers les gens. Et je dirais que je suis quelqu'un qui est à l'écoute. En gros, pour me définir, voilà. Bienveillante envers les gens et à l'écoute. Est-ce que tu es bienveillante envers toi-même et à l'écoute de toi? J'essaye au max. J'ai l'impression encore plus ces derniers temps. Parce que avant, je pense pas que je l'étais autant. J'ai l'impression que je m'améliore un petit peu, mais je suis pas sûre que je suis au top du top sur moi. En tout cas, l'exemple que je prenais précédemment sur l'hypoglycémie, c'est un des gestes Mm. qui illustre un peu plus de bienveillance et d'écoute de tes besoins.
Et on va continuer un petit peu à te découvrir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous raconter un petit peu, voilà, qui tu es, ton âge? J'ai cru comprendre que tu étais en études, voilà, pour connaître un petit peu l'univers, d'Amélie. Alors du coup, j'ai eu 23 ans récemment. Je fais des études dans la petite enfance. J'ai passé mon CAP petite enfance en 2020 et actuellement, je prépare mon concours ATSEM. Voilà, que j'ai tout simplement, mais ça je l'expliquerai aussi par rapport à ma maladie un petit peu plus tard. J'ai pas pu le passer l'année dernière parce que j'étais pas en grande forme et j'ai été hospitalisée quelques jours après. Voilà, là j'essaie de pouvoir le passer et je le fais en formation à la maison avec le CNED pour pouvoir gérer aussi ma maladie à côté. OK. Alors si j'ai, désiré, te convier dans à l'enregistrement de ce podcast, c'est parce que tu es atteinte, d'une maladie, une maladie qui vise, enfin qui touche, la sphère, digestive. Alors pourquoi je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, enfin qui m'écoutent depuis un petit moment, depuis le début du podcast, ont déjà compris l'importance de la santé digestive, sur l'ensemble de la santé du corps, et la santé nerveuse, la santé immunitaire, la santé également, hormonale. Donc voilà, c'est vraiment, un centre vraiment, assez important, le système digestif, pardon. Et donc, il existe plusieurs troubles qui vont, du simple ballonnement aux plus grosses pathologies, intestinales et je n'avais encore jamais invité et reçu une personne qui était atteinte de ce type de troubles et maladies, digestives, à savoir ce qu'on appelle les MICI. Est-ce que tu pourrais, parce que tu es la mieux placée quand même pour en parler, est-ce que tu pourrais, définir, simplement ce que sont les MICI pour les personnes qui ne connaissent absolument pas cet acronyme? Les NICI, ce sont deux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, on a la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc, la maladie de Crohn, ça peut atteindre de la bouche jusqu'à l'anus. Ça peut être plusieurs petites parties d'inflammation. Tandis que la rectocolite hémorragique, ça peut atteindre le rectum et le côlon. Et c'est souvent de l'inflammation qui est en continu. Mais c'est à peu près les mêmes maladies, c'est juste, on va dire, la localisation qui est différente, mais sinon, on a souvent les mêmes traitements. D'accord. Petite parenthèse, tu as dit Mickey, moi j'ai dit pardon, Missy. Est-ce qu'il y a une manière de dire? Parce que bon, Mickey, j'imagine que c'est un mot chronique forcément, donc c'est Mm. CH, mais comme on note ça MICI, donc c'est Mickey qu'on dit, hein, c'est ça? Alors, moi, j'ai toujours, enfin, en fait, il y a deux types de personnes, on va dire, il y en a qui disent Missy, il y en a qui disent Mickey. Mmh. Moi, j'ai plus souvent entendu de la part des docteurs dire Mickey. Et même des personnes au niveau de l'association, j'ai plus souvent entendu dire Mickey, mais je sais pas, je pense que c'est Mickey plutôt, mais il y en a qui disent Missy aussi, donc Ouais. je sais pas vraiment lequel est le vrai, on va dire, mais les deux se disent et on le comprend dans tous les cas. Moi j'avais toujours entendu Missy, mais alors, vous nous direz, dans quel team vous êtes, Missy ou Mickey? Bon Oui. bref, c'est une, petite, parenthèse pas très importante. Alors du coup, tu, nous as expliqué les 2 pathologies qui se cachent derrière les Mickey. Toi, tu es atteinte des 2 ou de seulement une des 2? Non, seulement d'une. Moi, je suis atteinte de la rectocolite hémorragique. D'accord. Est-ce qu'on peut être atteint des 2? Très bonne question. Logiquement, en fait, moi j'ai déjà vu plusieurs types. Soit on vous dit que vous êtes atteinte d'une rectocolite, soit on vous dit que vous êtes atteinte d'une maladie de Crohn. Mais je crois que j'ai déjà entendu des personnes où ils disaient carrément qu'ils étaient atteints du Mickey parce qu'ils savaient pas déterminer si c'était la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Voilà. Mais généralement, on donne quand même un nom. Soit c'est la maladie de Crohn, soit c'est la rectocolite hémorragique. Après, je suis carrément pas gastro-entérologue, mais il me semble déjà avoir entendu des personnes où on n'identifiait pas la Mickey précisément, quoi. Mmh. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer un petit peu, comment tu as découvert que tu souffrais, de Mickey?
à quel âge, ton parcours médical aussi pour aider au diagnostic? Parce que j'imagine que, comme beaucoup de maladies, ou que de troubles, ce qui est très compliqué c'est de souffrir et de ne pas savoir ce que l'on a. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, voilà, comment tu as réussi à mettre, un terme, un mot sur, tes souffrances et comment voilà, quels sont les types de médecins aussi que tu as pu rencontrer pour t'aider à cela? Alors du coup, pour ma part, ça a été plutôt simple dans le sens où, en fait, moi, ça a été vraiment du jour au lendemain mes symptômes, c'est-à-dire que j'étais très bien jusqu'à mes 18 ans, on va dire ça comme ça. Et dans l'année de mes 18 ans, du jour au lendemain, je me suis réveillée avec des douleurs intenses au ventre, de la diarrhée. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait peur et interpellée, c'est que j'avais du sang dans les selles. Et on sait tous que du sang dans les selles, c'est quand Pas même bon signe. pas bon signe du tout. Du coup, j'ai très vite consulté un médecin traitant, tout simplement, parce que en fait, le truc, c'est qu'au début, on se dit ça va peut-être passer et tout, mais en fait, j'allais pratiquement à ce moment-là une quarantaine de fois par jour aux toilettes, et ça, c'était la journée, et une dizaine de fois la nuit. Donc déjà, c'était hyper embêtant. Et en plus de ça, j'avais du sang très souvent dans les selles, des douleurs très fortes au ventre. Donc franchement, c'était quelque chose de pas normal. Et surtout que ça ne passait pas, peu importe ce que je mangeais ou pas. Enfin voilà. Du coup, j'ai très vite consulté un médecin traitant qui m'a fait des analyses très basiques, donc analyse de sang et analyse de sel, coproculture, il me semble que ça s'appelle. Mais à part que ça montrait une petite inflammation dans l'analyse de sang, il pouvait rien faire de plus pour moi. Et du coup, il m'a dirigée vers un gastro-entérologue. J'ai eu, il me semble, 1 mois et demi d'attente, ce qui n'est rien du tout. Ce qui est énorme, hein, en vrai, quand on souffre et qu'on va tous les jours énormément aux toilettes, qu'on perd du poids, qu'on a du sang dans les selles, c'est très difficile de tenir 1 mois et demi. Mais en fait, quand j'en parle avec plein de personnes qui sont atteintes de Mickey, en 1 mois et demi, d'avoir un rendez-vous et un diagnostic, c'est pas si long que ça. Donc j'ai vu un gastro-entérologue qui a compris tout de suite la maladie que j'avais. Alors il ne l'a pas pu me le diagnostiquer le jour même parce que pour ça il faut absolument faire une coloscopie. Et du moment où il m'a fait la coloscopie, il m'a directement dit que j'avais une rectocolite hémorragique par tous les symptômes que j'avais et puis surtout par cette coloscopie et une biopsie qui avait été faite. Donc voilà, un petit peu par rapport à ça, j'ai vraiment eu des symptômes très rapides du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent pendant des années, on va dire, de douleurs au ventre, mais sans forcément avoir énormément de passages aux toilettes par jour, on va dire de la diarrhée ou de sang. Et moi, j'ai vraiment eu du jour au lendemain et je pense que ça a forcément facilité aussi le diagnostic. Est-ce que comme l'endométriose, il y a différents stades d'atteinte du Mickey, qui pourraient expliquer justement, l'intensité des douleurs, chez certaines personnes? Sachant que, petite parenthèse encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, sur l'endométriose, j'ai déjà fait des épisodes à ce sujet. Le stade de l'endométriose n'est pas corrélé à l'intensité des douleurs. Donc d'ailleurs, c'est aussi peut-être une question que je pourrais te poser. Est-ce qu'il y a différents stades, d'atteinte des Mickey et est-ce que c'est corrélé avec, les douleurs? Mm. Alors, comment expliquer ça? En fait, il y a deux choses différentes et surtout, moi, je vais plutôt parler par rapport à la rectocolite hémorragique parce que la maladie de Crohn, c'est encore différent et franchement, je connais pas tout, c'est pas ma pathologie, j'ai pas trop envie de me tromper dessus. Mais par rapport à la rectocolite hémorragique, nous, on l'évalue pas vraiment par rapport à, je sais plus comment tu as dit ça, des degrés ou je sais plus comment tu l'as Des dit. stades? Mmh. Oui, un stade, voilà. Moi, on m'a jamais parlé de stade. Tout ce qui, on va dire, ce qui est important, ce que le médecin, ce que le gastro-entérologue regarde, c'est surtout l'inflammation dans le rectum ou le côlon, au niveau de la rectocolite hémorragique. C'est surtout si ça impacte que le rectum ou tout le côlon ou un petit peu le côlon. On va dire que c'est un peu plus ça. Euh, Après, je pense que ça s'évalue aussi par rapport à si on réagit ou pas au traitement, parce que je sais que si on réagit pas à tous les traitements qui peuvent nous être proposés, on
peut finir avec une stomie. Donc là, c'est encore différent. Et j'ai pas trop non plus envie de m'aventurer trop dans ça parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Je sais que ça existe, voilà, tout ça. Mais après, c'est tout ce que je peux apporter à ce niveau. On va dire les stades, j'ai pas envie de dire des stades, mais on va dire qu'il y a en tout cas, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu des cas de rectocolites différents où il y a des personnes qui, par exemple, leur crise, ça sera entre guillemets juste, mais le mot juste n'est pas, c'est pas trop, je veux pas trop je sais pas comment dire ça, mais c'est pas pour dévaloriser en gros, mais juste 3-4 fois aux toilettes par jour avec du sang, et il y aura des personnes qui iront par exemple une dizaine de fois, et il y aura encore d'autres personnes qui iront une quarantaine de fois. C'est des crises, on va dire, qui sont peut-être plus intenses chez certaines personnes. Il y en a, elles arriveront avec des traitements comme des anti-inflammatoires à être, comment dire ça, à calmer la maladie, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et il y a d'autres personnes, ça sera avec des biothérapies, des immunosuppresseurs, et d'autres personnes, ça sera carrément avec une stomie. Voilà, c'est un peu plutôt comme ça, nous, on va dire qu'on voit l'intensité de la maladie, le stade, entre guillemets. Mmh. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a plein de cas différents, et toi, avec ta connaissance quand même, de la maladie et peut-être aussi le fait que tu côtoies davantage de personnes ou des associations, tu pourras peut-être nous partager un peu plus tard aussi, des contacts, spécifiques. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à une personne aujourd'hui qui nous écoute et qui a justement peut-être, va, je sais pas, peut-être 2 fois aux toilettes ou, a des ballonnements, des petites douleurs et des choses comme ça? Est-ce que tu conseillerais qu'il y a un moment précis où il faut commencer vraiment à s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur particulier qui doit mettre la puce à l'oreille? De toute façon, j'estime que du moment où on a des ballonnements, des problèmes digestifs, c'est forcément qu'il y a quelque chose. C'est vrai qu'une Mickey, c'est tellement bizarre parce que du coup, c'est vrai que moi, je parle forcément en mon cas diarrhée et tout, mais je sais qu'il y a aussi le cas constipation. Il y a tellement de cas que c'est un peu difficile, mais en gros, du moment où on a des dérangements au niveau de l'intestin, je pense qu'il faut consulter le sang et je trouve limite le meilleur, c'est horrible de dire ça, mais le meilleur symptôme pour s'alerter. Moi, c'est clairement ce qui m'a le plus alerté parce que ça fait peur quand même. On pense direct à un cancer. Donc voilà. Mais en tout cas de consulter parce que c'est pas normal d'avoir mal, de pas être bien. Donc voilà, il faut consulter si on a un doute, si on se sent pas bien. En effet, je lâche ma casquette de podcasteuse et je prends celle de la naturopathe. Et comme pour le cycle menstruel, une digestion qui est douloureuse n'est absolument pas signe, enfin bon signe. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein, loin de là, mais une digestion inconfortable, voire douloureuse de manière aussi systématique. On ne parle pas de la petite crise de foie parce qu'on a trop mangé au repas de Noël ou des choses comme ça, mais effectivement, ça demande en tout cas de s'alerter, de passer à l'action, de consulter, que ce soit un médecin, un gastro-entérologue ou d'abord un naturopathe par exemple, mettre en place des premières actions et puis effectivement derrière, si ces actions-là n'ont pas d'influence positive sur votre état, l'évolution des douleurs ou des inconforts digestifs, d'autres étapes, d'autres choses pourront être mises en œuvre pour derrière diagnostiquer la présence ou non de Mickey. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger. On a toujours, moi je rencontre, c'est très, très souvent que je rencontre des personnes en consultation qui, pour elles ont toujours eu des digestions inconfortables et donc c'est de l'ordre du normal, comme pour les femmes qui ont toujours eu des règles douloureuses, donc c'est normal. Donc, mais non, ce n'est pas normal. Est-ce que, donc tout à l'heure, tu nous racontais un petit peu le fait que tu avais dû interrompre tes études, etc. Est-ce que voilà, tu as une organisation particulière? Comment vis-tu avec ta maladie? Est-ce que tu rencontres des obstacles qui soient de l'ordre familial, social, médical, amoureuse ou voilà? Quels sont les obstacles auxquels tu fais face et quelles sont les conséquences aujourd'hui sur ta vie? Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre où la maladie a commencé pour pas me perdre parce que j'ai adapté plein de choses forcément. Et la première chose à laquelle je pense, c'est mes études parce que avant, du coup, j'étais
on va dire en études, je sais pas si on peut dire ça comme ça pour que tout le monde comprenne, mais en études physiques, c'est-à-dire vraiment à l'école, enfin voilà, dans une école, Un tandis présentiel, que quoi. depuis oui, voilà, en présentiel, tandis que maintenant, depuis la maladie, je fais des études par correspondance, par le CNED. Comme ça me permet vraiment de gérer moi-même mon emploi du temps, surtout que depuis 3 ans, j'ai pas mal été hospitalisée et tout. Donc si j'avais dû perdre tout ce temps, enfin perdre autant de cours et tout, ça aurait pas été possible. Donc voilà. Ça, c'est une première chose que j'ai vraiment adaptée, qui m'aide énormément, vraiment. Alors après, c'est difficile parce qu'il faut aussi se gérer soi-même. Mais moi, je me dis que par rapport à la maladie, je préfère largement gérer moi-même mes études, sachant qu'en plus, c'est pas comme si c'était du niveau collège ou lycée où franchement on a besoin d'accompagnement et tout. Là, comme j'avais déjà eu une expérience de CAP et bac avant, refaire un CAP, ça va à peu près. Donc c'est pas non plus, c'est quelque chose que j'ai pu faire et j'ai eu mon CAP, donc voilà, c'est possible. On peut aussi, ça je coupe un petit peu sur ça, mais on peut aussi avoir des petites aides par rapport à la maladie, surtout quand vous passez vos examens en plus. Vous pouvez avoir des petites heures supplémentaires, voilà, par rapport aux examens et tout, donc on peut être accompagné par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai adapté par rapport aux relations amoureuses? Moi, ça m'a jamais posé de soucis parce que sur le coup, j'ai rencontré mon copain, on avait 16 ans, donc j'étais pas du tout malade à ce moment-là. Et alors, on pourrait dire, oui, mais depuis, t'es malade, mais ça n'a rien changé, même si on a passé 4 ans et on passera encore des moments difficiles. Mais j'ai envie de dire que quand on s'aime vraiment, on peut tout affronter. Au niveau social, comment s'adapter? Qu'est-ce que je me suis en quoi je me suis adaptée? Je dirais quand je sors généralement en dehors de chez moi, je regarde toujours s'il y a des toilettes dans les environs où je vais aller. Ça, c'est vraiment quelque chose que, enfin, oui, où beaucoup de personnes qui sont atteintes de Mickey font parce que c'est notre plus grande peur. De ne pas avoir de toilettes à proximité, c'est très dur en plus dans les lieux publics, je trouve, et surtout ces derniers temps avec le Covid, où ils ont fermé beaucoup d'endroits et tout. Enfin, ça commence maintenant à se rouvrir et tout, mais voilà, ça c'est quelque chose que je regarde. Ce que je regarde aussi, c'est s'il y a des possibilités de s'asseoir. Par exemple, si je dois aller à un concert demain, je prendrais plutôt des places assises que debout. Parce que c'est des choses pareilles où tenir debout, c'est plus fatigant aujourd'hui parce que la maladie fatigue énormément. Qu'est-ce que j'ai adapté d'autre? Je sais pas, j'essaie de réfléchir comme ça parce que c'est vrai que ça fait 4 ans et j'ai l'impression que maintenant je me suis tellement comme si c'était logique alors que pas forcément, mais je suis tellement, enfin, c'est tellement ancré. Qu'est-ce que j'ai pu adopter d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus comme ça. Est-ce que tu as ressenti des obstacles vis-à-vis de ta famille, par exemple, où il y a eu des incompréhensions, est-ce que des fois tu as des remarques, famille ou amis ou autres, hein? Ouais. Est-ce Non, pas, en tout cas pas ma famille proche, parce que surtout que souvent eux qui m'aident au quotidien quand je suis vraiment en très grosse crise, parce que là quand je suis plus, on va dire quand je suis stable, je peux me débrouiller seule et tout, mais ils ont tellement l'habitude de m'aider et tout, qu'ils comprennent vraiment comment c'est handicapant. Après, le cercle un petit peu plus loin au niveau des amis, oui, il peut y avoir des incompréhensions à pas comprendre, des fois directement dire quelque chose qui revient souvent et qui est pas compréhensible, c'est mais pourquoi tu travailles pas, ou si tu travaillais pourquoi tu fais pas un 35 heures, mais en fait c'est les gens ne comprennent pas. Est-ce que je comprends? Parce que quand on le vit pas, c'est très difficile de le comprendre, mais au moins un peu de bienveillance, des fois, serait vraiment la bienvenue. C'est une maladie qui vous prend énormément, mais vraiment. Moi, je passe pratiquement, depuis 4 ans, j'ai toujours, pendant une année, 6 mois où je suis en très bonne crise, à souvent être hospitalisée, à avoir 10 kilos en moins, et c'est très compliqué parce qu'effectivement, même après, si ça va bien, il y a
récupération du corps qui est énorme. Donc ça, oui, j'ai envie de dire que souvent, le, l'entourage amical, on va dire, comprend pas toujours, mais j'entends que c'est difficile à comprendre quand on connaît pas et quand on vit pas avec. Comme je le disais tout à l'heure en début d'épisode, la santé digestive c'est vraiment un point central sur la santé globale du corps et de l'esprit. Donc à partir du moment où ce point central est atteint, on comprend aussi beaucoup plus facilement derrière toutes les conséquences que ça peut avoir, aussi bien peut-être des pics d'humeur que une fatigue intense, puisqu'une très mauvaise assimilation aussi des nutriments que tu peux retirer de ton alimentation. Un corps qui est sans cesse en lutte aussi, puisque l'inflammation, c'est quand même du feu dans le corps. Donc une immunité aussi qui est affaiblie, atteinte. Si on rajoute ça à ça les différents événements de la vie qui peuvent être plus ou moins stressants, les saisons qui sont elles plus ou moins également ressourçantes, réénergisantes ou au contraire épuisantes. Voilà, c'est sûr que derrière le terrain il est quand même beaucoup plus affaibli. Tu parlais tout à l'heure de crise, que tu passais 6 mois de l'année en période de crise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est propre au Mickey? Est-ce que toutes les femmes atteintes de Mickey vont subir comme ça des périodes de crise euh, ou pas? Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Non, j'ai envie de dire que c'est vraiment propre à chacun et honnêtement, je me suis pas renseignée envers les personnes combien de temps elles étaient en crise environ, mais je sais que moi j'ai fait le calcul et c'est souvent ça. Alors, c'est-à-dire que c'est, par exemple, imaginons, je vais prendre mon exemple. Début septembre, j'étais à peu près bien. J'ai eu un choc émotionnel qui m'a complètement remis en crise. Ça a duré facilement 2 mois avant que je sois hospitalisée parce qu'avant on essaye tout, on réessaye le traitement en double dose, on essaie des traitements anti-inflammatoires, on essaye plein de choses, ça remarche pas. Donc ça fait déjà 2 mois d'écoulés, ça fait à peu près on va dire 15 jours d'hospitalisation, donc ça prend. Ensuite le temps que le traitement marche, on peut calculer facile 2 mois. Ensuite il peut y avoir des rechutes. En fait ça met facilement 6 mois en tout à avoir quand je dis une crise, c'est du moment où ça a commencé jusqu'au moment où il y aura plus de symptômes et ça met énormément de temps. Mais vraiment, c'est impressionnant, mais ouais, ça met du temps. On se rend compte à ce moment-là que le système digestif se remet pas aussi facilement. Quels sont les éléments déclencheurs d'une crise? Tu nous as mentionné quelque chose d'émotionnel. Donc j'imagine effectivement des forts pics de stress, peut-être une période de tristesse, de deuil, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments déclencheurs que tu connais ou que tu as pu vivre qui t'ont déclenché justement une crise? Alors, en fait, c'est intéressant parce que de base, je pensais pour moi qu'il y aurait que par exemple, un traitement qui marche plus. Par exemple, ça me remet directement en crise. Mais en fait, je me suis rendu compte justement en septembre 2021 par un, un choc émotionnel dû à une perte d'un animal qui m'a complètement bouleversée, que ça m'a remis en crise. Et franchement, je pensais pas, mais si. Après, j'ai jamais jusqu'à présent vu d'autres éléments déclencheurs. Ou alors c'est peut-être moi qui suis pas, je sais pas, qui sait peut-être pas finalement aussi, parce que c'est vrai que des fois on a du mal tous à savoir pourquoi la maladie est arrivée du jour au lendemain. Moi j'ai du mal à expliquer pourquoi en 2018 la maladie est arrivée à moi. Hmm. Et est-ce que tu as mis en place dans ta vie
des choses qui soulagent tes symptômes? Est-ce que tu as déjà un traitement médical? Est-ce que, derrière, en termes de, je sais pas moi, d'activité physique, d'alimentation, si on reprend les piliers un peu de l'hygiène de vie, alimentation, activité physique, les émotions, le sommeil, est-ce qu'il y a des choses comme ça, propres à ton hygiène de vie que tu as mises en place spécifiquement pour soulager tes symptômes? Alors, déjà, j'ai 2 traitements. J'ai un traitement oral et un traitement que je fais à l'hôpital à peu près maintenant toutes les 6 semaines. Ça, c'est des traitements vraiment où je me rends compte que je suis, obligée de les avoir parce que sinon mes symptômes ne se calmeront vraiment jamais. Donc ça, c'est des traitements qu'il faut vraiment que je prenne. Ensuite, niveau activité physique, depuis quelques semaines, je fais un petit peu. Alors, c'est pas vraiment de l'activité physique incroyable, mais j'essaye une fois par semaine d'aller avec ma maman à la piscine municipale pour essayer de nager un petit peu. Moi, je me rends compte que, alors c'est pas de l'eau hyper chaude, mais c'est vrai que l'eau, je me sens bien dans l'eau. Au niveau de mon ventre, c'est bizarre, mais vraiment, je sens ce soulagement total. Je me sens bien. Je me verrais pas faire autre chose. Alors après, j'aime bien la danse, mais j'aime bien danser comme ça, mais moi toute seule, on va dire. Enfin, j'ai quand même fait 7 ans de danse enfin, pendant ma jeunesse. Pendant ma jeunesse, je suis toujours jeune, mais enfin, de mes 6 ans à mes 13 ans à peu près. Voilà. Mais là, en tout cas, je me rends compte que l'eau, ça me fait vraiment du bien. Donc, une fois par semaine, j'aime bien aller à aller à la piscine, pardon, faire de la natation un petit peu. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? L'alimentation. J'essaye au maximum, parce que je suis vraiment pas parfaite dessus, hein, très honnêtement, mais j'essaye au maximum de faire du fait maison, si on peut dire ça comme ça, de l'alimentation où je cuisine le plus et j'achète le moins industriel possible, le moins vraiment. Même s'il y en a un petit peu, parce que on sait de toute façon que c'est meilleur de faire soi-même son alimentation. Ça se voit de façon directement au niveau des selles, hein, clairement, si on peut dire ça comme ça, au niveau du système digestif. Donc voilà. Au niveau de ça, j'essaye de prendre des épices, ce qui est aussi pas mal conseillé, comme le curcuma. Je sais pas si ça a vraiment une influence énorme, mais en tout cas, j'ai vu que c'était recommandé, donc j'en mets pas mal. Voilà. Est-ce que je fais d'autres choses? Je ne pense pas là comme ça. En tout cas, effectivement, le curcuma, c'est pour son pouvoir anti-inflammatoire. Mm. Il y a notamment, on le couple avec le poivre ou du gingembre. Alors, dans Oui. le cadre des Mickey, je ne recommanderais pas le poivre parce que, ou en tout cas l'excès de poivre, parce que c'est quand même très irritant en Mm. excès, mais plutôt le combo gingembre-curcuma, dont le gingembre va venir favoriser l'assimilation de la curcumine, qui est la substance active du curcuma anti-inflammatoire. Donc en fait, ouais, dans des maladies comme ça, d'inflammation, on va essayer de faire attention à tous les agents et les facteurs qui vont favoriser l'inflammation dans le corps, que ça passe par les émotions, l'alimentation. Mm. En effet, et l'excès d'activité sportive, parce que là, tu as mentionné le fait de faire du sport, et effectivement, ça permet un meilleur, un meilleur bien-être, mais Mm. attention de ne pas rentrer dans le piège de l'excès de sport qui va lui être aussi inflammatoire, comme aussi quand on commence à s'intéresser à l'alimentation et notamment le cas de pathologies comme ça qui sont très très douloureuses, on aura dans l'effet inverse tendance à aller vers des restrictions alimentaires vraiment intenses qui peuvent derrière amener à des troubles du comportement alimentaire. Donc ça peut être des conséquences de maladies digestives, hein, finalement, sont dues à des comportements derrière menés à l'extrême. Donc voilà, je le mentionne parce que c'est quelque chose que je connais bien, le trouble du comportement alimentaire, et parfois on les retrouve chez des personnes atteintes de maladies comme chroniques et inflammatoires comme celle-ci, parce que ça a été une solution d'éradiquer certains aliments, mais derrière on ne s'est pas rendu compte que le cerveau commençait à, à, à partir vers des restrictions vraiment inattendues et intenses, quoi. Donc voilà, c'est attention à ça. Petite mise en garde. C'est hyper intéressant parce que moi j'ai souvent entendu l'inverse.
en mode il faut faire beaucoup de sport pour être bien, surtout avec peut-être une Mickey, enfin en tout cas des personnes qui sont atteintes d'une Mickey et qui disaient qu'il faudrait vraiment faire pas mal de sport non plus énormément, mais d'en faire quand même pas mal et d'enlever pas mal d'aliments. Donc c'est marrant pour une fois d'entendre l'inverse. Alors, je vais expliquer, je vais prendre quelques minutes pour Mm. expliquer vraiment ma pensée. Donc oui, le sport et l'alimentation brute et naturelle, forcément, c'est ce qui fait du bien au corps. Mais après, le sport, par exemple, comme je disais, l'excès de sport. Alors, quand je parle d'excès de sport, hein, c'est pas 2 heures par semaine, hein, c'est plusieurs heures par semaine, et c'est toujours un excès par rapport à son état de vitalité. Par exemple, moi, je ne suis pas atteinte de Mickey. Toi, tu es atteinte de Mickey. On n'a pas de base peut-être le même terrain et le même état de vitalité. Donc, on ne va pas forcément supporter la même intensité de sport et la même durée d'activité physique dans la semaine. Moi, peut-être faire 2 heures de course à pied par semaine, ça sera l'activité sportive qui me fera du bien. Toi, ça va certainement te provoquer trop d'acidité et trop t'épuiser parce que tu es déjà fatigué par ta maladie. Donc ce n'est pas forcément ni l'activité physique ni l'intensité qui te conviendra à toi. On vient toujours vraiment aux besoins de l'individu. La natation, les activités plus douces, en fait voilà, je pense que par exemple, sans vouloir partir dans les conseils spécialisés, mais une activité, une mise en mouvement adaptée, même quotidienne, pourrait te faire vraiment du bien. Par contre, il faut trouver lesquelles et puis à quelle intensité ça te fera du bien et ça ne te fera pas basculer dans l'autre côté plus pervers de l'activité physique, disons. Et de même, l'alimentation, oui, alors par exemple, tout ce qui va être aliments transformés, ça va générer de l'inflammation. Donc pour ces aliments-là, en effet, de toute façon, ils n'apportent rien à l'organisme, autant les éviter. Et favoriser les éléments les plus bruts possibles, de saison, qui vont te remplir de vitamines, surtout que sur des maladies intestinales, comme je disais, l'assimilation des vitamines est déjà moindre parce que le terrain digestif est affaibli. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à faire des grosses réserves en vitamines et en minéraux. Par contre, il faut vraiment avoir ça en tête, cette vigilance vis-à-vis de la restriction. Ne pas aller vraiment vers de la restriction, puisque derrière, le trouble du comportement alimentaire, lui, il est souvent très présent et encore plus. Bon, je fais des stéréotypes, mais c'est parce que je connais vraiment le sujet, vraiment chez les femmes. Donc voilà, il faut vraiment faire attention parce que derrière, oui, certes, on se prive de choses, mais si derrière c'est pour souffrir d'anorexie par exemple, ou de boulimie et puis faire des crises qui vont être des crises d'hyperphagie qui vont en plus derrière nous faire peut-être engendrer d'autres douleurs et intensifier des douleurs des Mickey, bon c'est pas le but recherché. Donc c'est toujours en fait une question à la fois d'équilibre et à la fois de quels sont les besoins individuels de chacune des personnes en fonction de la personne et de ses pathologies et terrains aussi qui lui sont propres. Voilà. D'accord. Donc, je sais pas si j'ai mis un peu de rondeur à mes propos et un peu de sens, mais Oui, non, non, mais c'est parfait. C'est intéressant justement d'avoir plein de points de vue. Est-ce que si on se projette un petit peu dans ton futur, comment tu envisages éventuellement une activité professionnelle? Je ne sais pas si tu souhaites derrière tes études trouver ce qu'on appelle un job, un travail. Là, tu maîtrises ton emploi du temps, tu as réussi à faire tes études à domicile. Euh, Qu'en est-il de ta projection vis-à-vis de ton futur travail? Parce que peut-être qu'on a des personnes qui nous écoutent qui sont déjà salariées ou en tout cas Mm. plus âgées que toi. Est-ce que voilà, comment tu te projettes et est-ce que peut-être que tu as des pistes ou des conseils à prodiguer par rapport à ça? Pour justement avoir fait un petit peu des stages en entreprise, surtout là au niveau de... Je vais me concentrer plutôt sur moi, mes études, mais au niveau petite enfance, donc école ou crèche, je me suis rendu compte que, alors, et encore parce que de base, moi je faisais qu'un 35 heures en tant que stagiaire, mais en vrai il me semble que c'est 41 heures. Et déjà rien qu'en tant que 35 heures, c'est-à-dire que je me retrouvais à dormir tout le week-end tellement j'étais épuisée. Ça me fait extrêmement peur. Donc c'est pour ça que j'envisagerais plutôt un travail en mi-temps parce que
cette fatigue est tellement incroyable. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose que j'envisage, des pistes, des conseils, j'en ai pas vraiment parce que du coup j'ai jamais été vraiment dans le milieu professionnel, même si j'ai fait quand même quelques stages, mais ça n'a rien à voir avec, mais en tout cas pour voir un petit peu des personnes qui ont une Mickey aussi, c'est vrai que c'est soit ça, soit elles ont leur entreprise à elles et elles gèrent leur temps, ou alors elles font du mi-temps, ou alors elles font un temps plein, mais effectivement après ça reste très dur, et moi j'ai pas envie de non plus être que sur le travail à fond et ma santé tant pis. J'ai aussi envie d'avoir une vie et de pouvoir être bien en dehors. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi, mais voilà, en gros, ça me fait peur aussi, même pour l'hypoglycémie, hein, d'ailleurs. Parce que ça, c'est vrai que là, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux de mon temps, entre guillemets, avec mes études et tout, mais oui, ça fait peur parce qu'en plus, on ne sait pas quand la maladie peut revenir et tout, donc c'est compliqué. Parce que là, en plus, je parle de ce point de vue-là quand on est plutôt bien et pas en crise, mais c'est vrai que quand on est en crise et qu'on doit aller plusieurs fois par jour aux toilettes, au travail, ça reste quand même compliqué. Mm. Bah, je pense effectivement, alors pour aussi avoir rencontré des femmes atteintes d'endométriose qui ont aussi vivent des périodes de crise et des périodes plus calmes, et notamment bah, des crises souvent liées à leur cycle, hein. Vraiment c'est très cyclique et donc ça peut être très régulier. Je sais qu'il y a aussi la possibilité de faire du télétravail, alors soit en période de crise, soit de manière totale, disons, pour pouvoir continuer à avoir cet ajustement d'emploi du temps. En tout cas, quand on est atteint comme ça de maladies qui handicapent vraiment le quotidien, il faut vraiment ne pas négliger en fait bah, le partage auprès de ses employeurs si jamais on décide d'être salarié, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde, dans le sens donné pas en termes de complexité, mais par exemple aussi voulu, hein, d'être à son propre compte, parce que ça peut être aussi, ça peut avoir d'autres inconvénients, hein, notamment le stress, etc. Mais bon, finalement, le stress, il touche un peu tout le monde. Mais voilà, ne pas hésiter à ne pas laisser de côté, en fait, sa santé et sa problématique, parce que derrière, pour le travail, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on va le payer tout au tard. Donc aujourd'hui, il existe de plus en plus d'employeurs qui sont à l'écoute, qui peuvent s'adapter. On a des moyens technologiques aussi qui le permettent. Donc ça devient en fait un choix de travail, en fait, ne serait-ce que de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Après, je sais qu'il y a des métiers où c'est un peu moins facile d'être dans la flexibilité ou le télétravail. Mais comme tu l'as dit, après, ce sont des choix aussi à réaliser et être en accord avec ces choix-là, quoi. Je pensais à un petit truc là, juste. Il existe aussi, enfin, à la MDPH de votre département, vous pouvez faire un dossier handicap, et logiquement vous avez une partie avec votre travail, et vous pouvez demander des aménagements aussi. Je viens d'y penser là parce que je suis pas encore dedans et tout, mais je sais qu'on peut demander un petit temps. Je crois que ça s'appelle la RQTH, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais c'est quelque chose qui peut être possible aussi. Ah, super, très bien. Bah, merci pour l'information. Eh bien, écoute, merci beaucoup Amélie d'avoir partagé ton histoire et tes connaissances sur l'IMIKI. Et pour terminer l'épisode, j'aimerais que l'on s'interroge sur quelques petites questions rituelles que j'aime bien poser. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un petit peu ou nous partager la relation que tu entretiens aujourd'hui avec ton corps de femme, notamment avec aussi bah, la maladie? Alors, j'ai envie de dire que c'est compliqué, dans le sens où, alors, s'il y avait avant la maladie, mon corps en soi, je l'aime bien, je me sens bien dedans et tout, mais c'est vrai qu'avec la maladie, ça reste quand même compliqué parce que il faut savoir que avec les traitements, alors on peut prendre du poids. Alors moi, ce qui me dérange pas tant que ça, parce que je suis quand même quelqu'un de fine, et prendre du poids, au contraire, moi, je suis bien contente. Mais c'est difficile aussi parce que ça peut apporter des changements
physique, mais ça peut aussi, quand on est en crise, en perdre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi de perdre beaucoup de poids. Alors heureusement, ça se remet, et heureusement dans le temps. Mais c'est vrai qu'avec la maladie, la relation avec mon corps, elle est très difficile. Je n'aime pas du tout me regarder à ce moment-là quand je perds énormément de poids. OK. Est-ce que tu as d'autres complexes ou au contraire, comment tu est-ce que tu arrives à, comme j'aime bien le poser, honorer ton corps? Est-ce que tu arrives à prendre soin de ton corps, de ton mental, en tant que femme? Prendre soin de mon corps, oui. Je pense que j'arrive et j'aime prendre soin de moi en général. Complexe, oui, je crois que je crois que j'en ai aussi. Peut-être parce que, en étant en plus, sur ce monde un petit peu des réseaux sociaux où on voit des femmes qui sont très bien formées et tout, c'est difficile et tout. Même si, parce que c'est vrai, on dit souvent, oui, les femmes qui sont fines et tout, on pourrait pas se plaindre et tout, mais c'est pas si simple que ça. Honnêtement, je suis pas. J'aime bien mon corps, mais c'est vrai que ça peut des fois paraître difficile euh, au niveau de la société d'être autant à l'aise. On va dire. Moi, je l'aime bien, mais j'ai toujours, je suis pas forcément à l'aise de avec lui en société. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je peux dire, ce que je dis là, mais Disons que toi, toute seule, tu aimes, enfin, ça te dérange pas de te regarder, par exemple, ou tu mm, apprécies ton corps. Par contre, c'est peut-être, l'image ou le regard que d'autres personnes te mm. renvoient qui te gêne? Ou qui pourrait te Oui, gêner? voilà. Oui, voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Est-ce que tu as des ressources que tu pourrais, recommander à nos auditrices, que ce soit des livres, des podcasts, vidéos, ou peut-être associations, pour les femmes qui Oui, sont atteintes alors. de Mykie? Ouais, tout à fait. Alors, au niveau de l'association, il y a l'AFA-Crohn RCH France, qui est une association la plus connue, on va dire, et qui peut, quand vous allez sur le site, qui peut énormément vous aider parce qu'ils ont plein de fiches techniques, on va dire ça comme ça, de documentation sur comment vivre avec une Mickey. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'informations. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau podcast, en fait, il n'y en a pas énormément. Il y en a, je crois qu'il y en a deux. Donc il y a Merci Docteur, du docteur William Bérébi, qui parle un petit peu de rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn. Je dis un petit peu parce que ça reste un gastro-entérologue et qu'il aborde plein de points sur le système digestif en général. Et puis après, il y a celui-là que j'avais pu faire avec Marguerite de MedCheck Studio, donc qui s'appelle Mickey et compagnie, où on avait abordé énormément de points sur la Mickey en général, avec par exemple une vie professionnelle avec une Mickey, une situation amoureuse avec une Mickey, une grossesse envisagée, enfin voilà. Donc ça, il y a ça au niveau podcast, j'en connais pas d'autres. Ensuite, au niveau livre, j'en ai pas mal à conseiller. J'en ai 4. Donc il y en a. Et, le premier, c'est Game of Crown, qui est vraiment hyper intéressant. Vous avez aussi Ma Crohn de vie, 5 ans de vie avec une Mickey, et médecine microbiotique. Alors médecine microbiotique, pareil, je peux le conseiller à toutes les personnes en soi qui ont des problèmes de système digestif, parce que pareil, c'est aussi le docteur William Bérébi qui l'a écrit, qui est gastro-entérologue, que vous pouvez retrouver facilement sur les réseaux sociaux, et qui aborde le point justement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il me semble que c'est tout comme ressources vidéo, ça me parle pas plus que ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Merci, ouais, ouais. merci. Il y a pas mal de choses, honnêtement. En tout cas, bah, je mettrai tous ces liens dans la description de l'épisode si vous souhaitez aller y jeter un petit coup d'œil, il y aura plus qu'à cliquer. Pour terminer notre échange, est-ce que tu aurais peut-être un message,
un dernier message, mot à faire passer à nos auditrices, quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé et que tu aimerais aborder aujourd'hui? Je pense qu'on l'a finalement abordé, mais c'est surtout de bien prendre soin de soi au niveau de la santé mentale, de s'écouter surtout si on a le moins de symptômes, si on se sent pas bien, autant physiquement que psychologiquement. Voilà. Je pense que c'est surtout vraiment de bien prendre soin de soi et de s'écouter. Bon, là, je vais être un petit peu piquante, mais s'écouter et prendre soin de soi, on entend beaucoup et c'est compliqué au jour le jour. Toi, comment tu fais concrètement, très concrètement, pour t'écouter? Qu'est-ce que tu mets en place? Euh, Par exemple, alors, c'est un truc typiquement, quand je sens vraiment qu'il y a beaucoup trop de fatigue et vraiment qu'on avait prévu quelque chose, je me dis, et vraiment, je me sens vraiment pas bien, je suis fatiguée ou je peux avoir des symptômes qui me dérangent trop, je me dis, bah tant pis, j'y vais pas. C'est difficile des fois d'annuler, on n'a pas envie parce qu'on aimerait vraiment y aller, mais si vraiment j'ai envie de m'écouter, vraiment, je n'en peux plus, c'est annuler des choses, c'est difficile, hein, parce que vraiment, des fois, on aimerait vraiment passer des bons moments et oublier tout ça. Ça, c'est quelque chose typiquement où je m'écoute. Voilà. Est-ce que je m'écoute dans autre chose? Je sais pas finalement. Je crois pas que je suis parfaite non plus sur ça, mais j'essaye au maximum de m'écouter. Quelque chose que je pourrais conseiller, peut-être parce que parfois ce qui est compliqué, c'est à la fois de mettre en place quelque chose pour, pallier à son état de fatigue, par exemple, mais ce qui est aussi des fois compliqué, c'est de se rendre compte qu'on est fatigué. Donc c'est vraiment l'étape encore préliminaire. Et pour cela, la petite astuce, disons, que je peux partager, c'est le fait de faire un arrêt sur image. En fait, quand on est toujours dans l'action, toujours à enchaîner des choses, c'est impossible de faire un scan corporel, de se dire comment je me sens, mentalement ou physiquement. Donc peut-être que l'astuce, c'est de se dire tous les jours, ne serait-ce que 2 minutes, je fais rien. En fait, je me pose, je respire. Et le fait de respirer, on n'est plus dans l'action physique et on arrive plus facilement à balayer en fait notre attention et notre intention au travers de notre corps. Et là, on peut venir comme si on avait un détecteur et bien cibler là où les endroits où ça fait mal, où c'est inconfortable, là où c'est gênant. Et ça permet de favoriser cette prise de conscience de la fameuse problématique que l'on peut ressentir à l'instant T. Et après, on met en place l'action. Et dans la mise en place de l'action, des fois, c'est plus ou moins compliqué. On peut se dire, oui, maintenant, j'ai pris conscience que j'étais fatiguée, j'ai pris conscience que j'avais mal à tel endroit. Il faudrait peut-être que je ne fasse pas ça maintenant. Bon, est-ce que je suis prête à effectivement décaler mon rendez-vous, etc. Ça, c'est encore une autre question. Mais des fois, l'étape préliminaire de se rendre compte que quelque chose ne va pas, déjà, même là, c'est très rarement fait. Donc voilà, le petit arrêt sur image. Imaginez-vous un film et là, vous prenez la télécommande et vous mettez pause le temps d'une minute ou 2 minutes pour prendre conscience de comment vous vous sentez. Ouais, merci pour ce conseil, c'est super, ouais, c'est vrai. Je t'en prie. Et enfin, est-ce que tu as une question que tu aimerais poser à nos auditrices qui nous ont écoutées jusqu'à maintenant? Et bien la question que j'aimerais poser, c'est savoir si elle connaissait les MICI, tout simplement, si elle connaissait les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, si elles en avaient déjà entendu parler. Et si elles souhaitent te répondre, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors du coup, c'est possible de me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube aussi, au nom de Amelove, avec un petit tiret en bas. Super. Je mettrai aussi les liens de ton Instagram et de ta chaîne YouTube avec les liens des podcasts et livres que tu as recommandés. Oui, voilà, parfait. Merci beaucoup Amélie d'avoir pris ce temps pour nous partager ton histoire et d'avoir partagé également tes différents conseils. Et je te souhaite une très très belle continuation dans tes études et ta future vie professionnelle et surtout personnelle. Très bien, merci de m'avoir reçue, c'était vraiment super sympa d'échanger ensemble. À bientôt. À bientôt.